Ces réalités, parce que c'est au pluriel. Oui, oui, c'est plusieurs réalités qui sont assez épineuses, oui. Voilà, alors pour tout dire, vous êtes là dans le cadre du grand rendez-vous culturel des auteurs africains du Ungwana. Oui. Vous êtes au stand 43. Oui, au stand 43, oui. Parlez-nous-en. Nous sommes au stand 43 au village Ungwana avec plusieurs auteurs qui ont eu la belle initiative d'avoir ce genre d'idée parce que le Ungwana, c'est un événement culturel. Et quand on parle d'événement culturel, on implique l'art. Parlant d'art, on parle aussi de la littérature. Alors nous nous sommes retrouvés mobilisés avec les autres auteurs comme les Daouda Mbombo et Serge Lunga. Donc nous sommes là pour faire vivre l'art de l'encre des mains. C'est ça notre but pour le moment. Alors ce but, comment vous y prenez pour y arriver? Vous êtes une femme dans ce milieu très masculin des auteurs, comment vous vous en sortez? Ce n'est pas du tout évident, je dois vous le concéder, ce n'est pas évident, surtout que je me retrouve au milieu des gens qui sont là dans le milieu depuis, mais c'est une belle expérience parce que pour moi c'est une façon de découvrir, de faire un pas envers la littérature qui me passionne énormément depuis des années. Donc quand je suis avec eux, je suis toujours attentive un peu sur tout ce qui se passe. Ça me dérange. Alors la vie au stand 43, j'allais dire au village du Ngwan. Oui. C'est la première fois que vous participez au Ngwan de cette façon? Oui, c'est la première fois. Pas seulement même de cette façon, c'est la première fois que je viens voir le Ngwan de près. Donc tout est nouveau pour moi. Tout est nouveau. Et qu'est-ce qui est nouveau dans ce stand 43? On en parle tellement, ce stand 43. J'ai vu Daouda Mbombo là-bas, j'ai vu Serge Ngonga, j'ai vu André Armand Charret, j'ai vu Pierre Bouchangou aussi là-bas. Et vous? Oui, on en parle parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que la littérature a toujours été un peu délaissée. Il y a les gens qui ne lisent pas, ils ne savent pas que le livre peut avoir une place assez importante dans leur vie. Donc quand on a le stand 43 comme ça au village Ungwana, c'est quelque chose de très parlant. C'est un peu ça. Ça parle beaucoup. Alors, oui. Quelle a été l'activité que vous avez menée hier, à titre d'exemple? Hier, par exemple, nous avons eu la visite du délégué aux arts et à la culture du Nord. Il était là, il a visité le stand et il a énormément apprécié. Nous avons reçu quelques visiteurs qui étaient là, ils ont eu acheté, il y a eu des dédicaces et c'était l'occasion pour moi de rencontrer certains auteurs parce que depuis que je suis là depuis samedi, je n'avais pas encore rencontré certains, donc j'ai eu des échanges avec plusieurs parmi eux. Oui. Et dans ces échanges, qu'est-ce que vous vous dites? C'est des confidences? Ils veulent rentrer dans l'histoire ou alors vous leur donnez toute la substantifique moelle de ce que vous avez écrit? Je ne veux pas dire, c'est un peu des deux, il y a des confidences et tout. Je ne vais pas parler des confidences ici quand même, mais il y a des, il y a des confidences forcément. Mais ce qui m'impacte plus avec l'échange que j'ai avec eux, c'est qu'ils me font comprendre que quand on s'engage dans la littérature, l'écriture, la lecture, c'est plus par passion. Parce que si vous visez autre chose au-dessus de la passion, vous n'allez pas aller loin. Oui, c'est un peu ça. Oui. Ouais, et alors d'autres passionnés seront aussi sur ce plateau dans les prochains jours pour toujours cette formidable émission qui s'adresse à un public tout à fait particulier, celui des lecteurs. Et on dit, Aminatou a commencé l'écriture par la lecture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parcours initiatique? Bon, je vais dire, étant toute petite, dans l'adolescence, on va parler de l'adolescence plutôt, j'aimais beaucoup lire. Quand on parlait de lire, je lisais les bandes dessinées. Je ne ratais pas l'occasion d'acheter le 100% jeune qui sortait chaque mercredi de la semaine parce que je savais qu'à l'intérieur, je vais trouver une bande dessinée. Avec le temps, j'ai enchaîné avec les Harlequins. Plus tard, j'ai commencé à lire quelques ouvrages sur le net parce que l'accessibilité, voici aussi un frein. L'accessibilité au livre, ce n'est pas évident. Donc, je lisais plus des ouvrages sur le téléphone et tout. Après, je me suis dit, pourquoi seulement lire alors que j'ai quelque chose que je pourrais partager avec les autres. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en commençant avec des poèmes. J'ai commencé avec des poèmes. Avec le temps, j'ai décidé de faire un roman. Quel est le poème que vous avez écrit qui vous reste
qui vous marque toujours et que vous garderez comme une signature signée Aminatou? Le titre de ce poème, c'est Mon âme à moi. Parce que à la base, je suis quelqu'un d'assez fermé. Je voulais écrire quelque chose qui puisse faire comprendre aux gens que je suis une personne comme vous, mais pas exactement comme vous. Je ne sais pas trop si vous comprenez un peu la nuance. Donc j'ai écrit ce poème, Mon âme à moi. Dans Mon âme à moi, je faisais tout pour ressortir ma personnalité que les gens n'arrivaient pas à voir au travers de l'apparence et tout. Oui, c'est un poème qui m'a beaucoup marqué. Et vous allez le ressortir à l'occasion pour nous faire lire? Pourquoi pas, on verra bien si je m'engage dans ça, parce que le texte il est toujours là, donc je peux le ressortir, pourquoi pas. Le texte est toujours là. Alors nous, on revient un peu sur ce stand 43 pour parler d'une autre activité qui va être menée. C'est cette conférence dont le thème porte sur le livre comme instrument de développement. Vous y serez certainement. Oui, certainement, je vais être là. Ça, c'est un événement auquel j'invite plusieurs personnes déjà, parce que nous devons comprendre la place qu'a le livre dans notre société et dans notre vie. Donc, c'est à venir vraiment assister. Voilà, ce sera au complexe de Jipanka, à l'entrée du lac municipal de Fumban. Ce sera jeudi le 5, je dis bien jeudi le 5 décembre, à partir de 15h, non, à 15h top pile. Parce que avec la multiplicité des programmes, il va falloir respecter les horaires cette fois-ci. Voilà, donc ça on l'a dit, mais qu'attendiez-vous de votre participation personnelle à ce grand rendez-vous des auteurs africains? Bon. Parce que vous êtes encore jeune quand même, vous avez moins de 25 ans. Et vous êtes là avec des chalumeaux. Avec des grands, des baobabs comme je les appelle, ce sont les baobabs de la littérature. Mon attente, elle a été très grande, parce que quand on a parlé du projet, quand le grand Serge Nkunga m'a parlé du projet, je n'ai pas eu besoin qu'il cherche à me convaincre. J'ai été tout de suite convaincue, parce que c'était une occasion pour moi, parce que vous savez, les auteurs, les gens qui écrivent la plupart du temps, ils se retrouvent incompris de la société. Alors quand vous partez au Ngoni Stand 43 comme ça, où vous êtes entouré de personnes qui partagent votre art, vous vous sentez motivé. Donc je venais là avec l'idée de me faire galvaniser un peu plus par ces auteurs que je vais rencontrer et essayer de partager mon art avec les gens qui ne l'ont pas encore découvert. Donc c'était ça mon but. Ça c'était la première attente. Oui. Et maintenant, comment au quotidien ça se passe? Au quotidien, on va dire, c'est assez difficile, parce que la littérature, ce n'est pas comme vendre des habits ou bien des chaussures. Ou des arrachés. Oui, c'est pas du tout évident. Il faut attirer, il faut aller vers les gens, il faut les convaincre seulement pour qu'ils puissent venir regarder, jeter un coup d'œil et se dire, mais c'est quoi ici là? Ça parle de quoi? Bon, c'est quand même difficile, mais on s'y attelle, on se dit qu'on va le faire, vraiment. Donc c'est l'occasion de lancer un appel là? Oui, je vous invite tous à venir visiter le stand 43 au village Ngoni. Nous sommes là, vous allez découvrir la littérature, vous allez découvrir l'histoire du peuple Bamouns, parce que nous sommes là pour le Ngoni. Tu ne peux pas venir au Ngoni et à la fin, tu ne sais pas ce que c'est que le Ngoni. Justement, nous avons des ouvrages au stand qui parlent du Ngoni, où vous allez savoir c'est quoi le Ngoni, pourquoi depuis 500 ans on parle du Ngoni. Donc venez massivement découvrir le stand 43 et vous allez repartir de là riche culturellement parlant. Et parce que nous sommes à Fumban et à Nivea TV, vous allez le dire ce message là en Bamoun alors? N'est-ce pas? Ok, je vais commencer par dire mais je que fait bien bien le stand 43 le village Ngoni tourner yang que yimba o yimgo praji lui pour un tourner découvrir quel lieu là en fait comme monsieur pour yimi pour de oya yina pour le chumbo wonna donc bien donc ça engone bande ça ala pas bande. Voilà. Ok, alors du coup ça me permet d'entrer dans les réalités épineuses, ce livre formidable que vous avez en plus de 200 pages mis sur le marché il y a déjà bientôt un an. Oui. Les réalités épineuses, c'est un roman, fiction ou réalité? Réalité épineuse, c'est un mélange de fiction et de réalité.
Déjà, comme le titre le dit déjà, réalité épineuse, il y a plus de réalité que de fiction dans ce roman. Parce que nous abordons un thème qui touche plusieurs personnes. Nous parlons du mariage exogamique. Ce processus qu'il y a entre deux personnes qui s'aiment, qui voudraient se marier, mais qui sont de tribus et de religions différentes. Donc nous essayons de mettre en phase ces difficultés-là. Parce que nous avons, avec, je vais dire l'expérience personnelle, nous avons remarqué que les gens s'engagent énormément dans ce genre d'union sans savoir ce qu'il y a comme difficulté. Parce que nous voulons tous comment on appelle ça, ce métissage culturel. Mais nous avons besoin de connaître les difficultés avant de nous engager pour ne pas être surpris quand il y aura un petit pépin ou une petite épine. Mais vous voulez dire que c'est vous mettez en garde les amoureux qui n'ont plus le droit d'être amoureux parce qu'ils ne sont pas de la même religion, de la même tribu ou de la même race? Non, pas du tout. On va dire ça, on va appeler ça un guide. C'est un guide. Ils peuvent y aller, mais quand ils sont au courant, ils seront mieux armés à affronter ces difficultés. Ils ne doivent pas se dire que parce qu'on s'aime, ça va suffire. Non, non, non. Alors, au rang de ces difficultés, quelle est la toute première des difficultés dans cette affaire? La toute première difficulté, c'est la famille, les parents. Ils n'arrivent pas à comprendre parce que nous venons de, je ne vais pas dire époques bien différentes, mais il y a ce décalage entre nos parents et nous. Les idées ne coïncident pas. Donc, quand un parent entend que ma fille musulmane, Bamoun veut épouser un chrétien, pour lui, c'est oui, au boulot, bassa, ici, mais non, ça ne se... Mais pourtant, aujourd'hui, de plus en plus, on voit des mariages où les jeunes filles, chacune va chercher son blanc. Oui. Pourquoi ces mariages-là font fureur et sont plutôt acceptés dans toutes les familles, d'après vous? Vous voyez, vous parlez bien du blanc. Le blanc est le mot idéalisé par certains Africains. Donc, quand on parle déjà d'un blanc, on se dit, c'est la richesse et tout. Donc, ça facilite l'ouverture d'esprit en ce moment-là. Donc, c'est l'argent qui ouvre les portes à ce moment-là. Oui, c'est triste. La perspective, c'est l'argent. Oui, c'est triste de le dire, mais c'est ça. Cette perspective de l'argent-là, ça ouvre, ça débouche certaines idées fermées. Oui, je dois le dire. Ouais, alors, vous avez ouvert une autre page de l'histoire ici. Ici, il s'agit en effet du récit d'une partie importante de la jeune musulmane Pekassa Daciara, exposée au monde moderne par le biais de ses études, ayant à la fois reçu une brillante éducation. Elle sera sans proie à des sentiments contradictoires, en voulant s'unir par les liens du mariage à un homme allogène à sa tribu et à sa religion. Tchak. Alors là, ce passage-là, comment vous l'expliquez? Pour la population Bamoun qui me suit spécialement, nous savons tous comment c'est difficile pour une femme qui a eu à faire des études avancées. C'est difficile pour cette femme-là de se retrouver dans un foyer parce qu'elle est qualifiée, comme j'ai dit là, de l'homme crayon. On se dit qu'une femme qui a fait des études ne peut pas être soumise, elle ne peut pas être une bonne femme au foyer. Alors quand Daciara dans le livre a déjà ce facteur-là chez elle, la plupart des hommes Bamoun n'arrivent pas à faire un pas envers elle. C'est comme ça qu'elle se retrouve liée à un homme qui n'est pas Bamoun, encore moins musulman. Et du coup, son cœur chavire. Son cœur chavire parce qu'elle rencontre quelqu'un qui arrive à comprendre que c'est normal d'avoir une éducation même si je suis une femme. Ouais. Oui. Et comment, j'allais dire, ça va du côté de l'épilogue, alors, de ce côté-là? Oui. Vous parlez de... Quand je parle de réalité épineuse, j'insiste beaucoup sur la culture parce qu'il y a une deuxième partie, je ne sais pas si vous avez vu là. Ouais. Il y a une deuxième partie où on dit ici, tout se complique pour elle, l'intrigue se complique quand le nouveau roi des Bamoun s'en mêle, avec lui toutes sortes de difficultés liées à la vie conjugale. Parce que dans l'ouvrage, Daciara est courtisé également par le jeune roi qui aimerait faire de Daciara son épouse. Alors elle se retrouve emmêlée entre l'amour ou bien les valeurs culturelles. Parce que c'est que si elle se retrouve
en tant qu'épouse du roi, elle va se voir dans un milieu culturel. Les valeurs qu'elle a toujours reçues, elle n'arrive pas à se démêler entre... Mais ces valeurs-là, au contraire, moi je croyais qu'elle allait rêver de devenir une reine, de devenir la première dame. Hein, justement. Mais, et comment, ou alors elle fuit la polygamie? Plusieurs lecteurs m'ont dit ça, que si c'était moi cette fille, c'est que j'acceptais, c'est quand même le roi. Ouais. Mais non, Dacia, elle n'a pas cédé facilement. Elle n'a pas voulu. Elle était focalisée sur l'amour qu'elle ressentait pour Jérémie. Elle disait non, c'est lui que j'aime, c'est avec lui que je vais être. Voilà, alors donc Jérémie a, j'allais dire, il a conquis son cœur comme un grand conquistador. Et du coup, vous avez transcrit ça dans votre langue à vous, dans votre langage, avec vos émotions. Quand vous êtes sorti de ce livre, étiez-vous plus prête à affronter un certain type de mariage ou alors à rechercher uniquement l'amour? Après avoir terminé la rédaction de Réalité épineuse, j'ai fait un pas vers les réalités que je n'acceptais pas. Parce que pour moi, ça n'allait pas, c'était incompréhensible qu'aimer quelqu'un et ne pas être avec cette personne-là. Ayant fini Réalité épineuse, j'ai compris que l'amour seul ne suffit pas. Parce que Jérémie l'aimait bien Daciara, mais il n'était pas... Et elle aussi, elle l'aimait. Oui, elle aussi, elle l'aimait. Mais il n'était pas apte à faire ce qu'il fallait pour l'avoir comme épouse. Parce que c'est à ce niveau qu'il y a eu vraiment des barrières, oui. Donc j'ai compris que l'amour seul ne suffit pas. Il y a des actes qu'il faut poser pour que les deux puissent se concrétiser. Se concrétiser. Alors je voudrais avec vous aborder un tout autre chapitre. Quel est votre dernier livre que vous avez lu, puisque vous avez commencé par la lecture? Oui, j'ai commencé. Est-ce qu'on peut parler de ce livre, celui que vous avez lu? Le dernier livre que j'ai lu, c'est un ouvrage en anglais. C'est une jeune autrice camerounaise également. Elle s'appelle Gail Darrell. Le titre, c'est From My Road to the World. Dans son ouvrage, elle essaie d'expliquer comment ne pas être enraciné pour avoir un impact négatif sur nous. Parce qu'elle ressasse le parcours d'une jeune femme qui vit aux États-Unis d'Amérique depuis des années, mais plus tard décide de rentrer au Cameroun subitement parce qu'elle s'est sentie perdue. Elle n'arrivait plus à se reconnaître. Elle a décidé de rentrer au Cameroun pour renouer avec ses valeurs culturelles. C'est le dernier roman que j'ai lu. Alors ça aussi, c'est une autre histoire terrible. Ces racines culturelles, on peut dire qu'avec le Ngone, la 548e édition, on replonge dans ce passé. C'est la journée Mento, non? Justement, on replonge dans ça. Et moi, je suis très impressionnée. Quand je visite d'autres stands, je vois et les sculptures, et les habits traditionnels et tout. Et les plats, surtout les plats traditionnels de chez nous. Vous connaissez vous-même quand on parle du Punjab. Tu vois, il y a les stands, il y a tout ça. Donc, c'est vraiment riche. C'est riche. C'est riche. Et qu'est-ce qui t'avait déconnecté de cette culture? Pourtant, j'ai bien Ndambendia. Je dis le milieu. Le milieu, quand on se retrouve, on quitte notre région, on part dans une autre région. Ouais, je vois que vous avez fait pratiquement le tour du Cameroun. C'était vous-même ou derrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Vous étiez au centre, au sud, à l'est? Oui. Vous cherchiez quoi? Moi-même, je ne sais pas ce que je cherchais. Peut-être que c'était Réalité épineuse que je cherchais comme ça sans savoir. Ah bon. Parce que c'est le fait d'avoir vécu dans ces différentes régions. J'ai découvert tellement de cultures. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce mélange-là? Et quand j'ai essayé de faire le mélange, ça piquait un peu. Réalité épineuse est dominée. Mais on n'a toujours pas le fin mot. Qu'est-ce qui vous a fait bouger? Vous partiez comment? Pourquoi? On va dire c'était dans le but de poursuivre mes études. Parce que quand je quitte, je commence à Ibolova, dans le sud. Oui. Après maintenant, je quitte le sud et je me retrouve à... C'est quoi? C'est la maternelle ou c'est l'université? Non. À Ibolova, c'était dans le cursus de l'école primaire. J'ai fréquenté là-bas jusqu'au niveau du... Quand j'ai eu mon BPC, c'est là maintenant que je quitte, je pars à Bertois. Okay. Je continue les études là-bas. Maintenant, après le bac, il me fallait continuer un parcours universitaire. Je me retrouve maintenant à Yaoundé. Ok. Là, ça veut dire que c'est la famille. Suivez la famille, c'est ça? C'est pas vous-même. Oui, je suivais la famille, on va dire ça. Voilà, là, c'est plus sûr. Oui, voilà. C'est ça. Et donc,
j'allais m'interroger, pourquoi je n'êtes jamais venu au Ngwen? Pourtant, vous aviez des vacances de Pâques, de Noël, pardon, c'est la période, depuis quand même 1994, le Ngwen est devenu régulier, tous les 2 ans, etc. Qu'est-ce qui a manqué? Ou qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit? Je vais dire, je n'avais pas la bonne motivation. Je vais dire ça comme ça, je n'avais pas la bonne motivation pour me retrouver en Ngwen. Ça me fascinait comme toute autre personne. J'entendais parler du mot, j'étais toujours fascinée, mais je n'avais pas la bonne motivation pour me décider, dire que je viens en Ngwen. Parce que vraiment, il faut le dire, c'est 10 jours, vous vous déplacez, vous venez, il faut vraiment être engagé et passionné par ça pour faire ce genre de déplacement. Vous venez et vous dépensez. Vous dépensez. Sans retour. Sans retour. Et qu'est-ce qui vous a motivé cette fois-ci alors? Ce qui m'a motivé, c'est mon art. J'ai eu envie de partager mon art avec les autres personnes qui ne l'ont pas encore, qui ne sont pas encore au courant. Parce que le but, à part, je vais parler personnellement, j'écris pour pouvoir m'exprimer. Et si je m'exprime dans un livre, c'est parce que je souhaite le partager avec d'autres personnes. Donc c'est pour ça. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui, en regardant cette émission, se disent waouh, elle est encore très jeune. Comment on fait pour devenir autrice ou auteur avec eux? Alors, un conseil. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui aimeraient devenir auteurs, c'est vous ne pouvez pas écrire sans lire. Parce que la lecture, c'est comme l'enseignant direct que vous avez avec l'écriture. Quand vous lisez, vous découvrez des mots que vous ne connaissez pas, je vais dire un signe d'écriture que vous ne connaissiez pas avant. Alors la base, c'est d'abord d'aimer la lecture. En aimant lire, vous allez susciter en vous-même une passion que vous ne sentiez pas avant. Donc je vais vous conseiller de lire. Il faut vraiment lire parce que tout se trouve dans les livres. Il faut qu'on anéantisse cette idée-là que pour cacher un secret, un Africain, il faut venir dans un livre. Non, il faut qu'on change ça. Donc lisez vraiment beaucoup. Oui. Voilà, ça c'est un conseil pour les jeunes. Oui. Et le conseil pour les personnes âgées. Toujours dans le cadre de la lecture. Bien sûr, on y est. Bon, je sais pas. Maman, pawawa. Bon. Moi, je pawawa, minani. Ngai junk livre. Adi minani ayu bananso. Adi yu bananso. Livre wa ishe shemu. Shemune. Na wa ishe shemu. Adi minani ayu ba inga ayu ole. Parce que pas me dire que ngaya rami ayu ole ayu adi lulu ole. Junk livre. Livre wa inga. Bon, c'est ce que je vais leur dire. Voilà, donc un peu toi. Un peu toi, mais toi, tu stand 43. Donc, moi, je suis comme une prière que j'aime pour ya. Donc, pour nous, stand 43, découvrir à vous pouvez pas maintenant. Bah, à toi, pompe. À toi, la pompe, pour y aller. Un peu, je peux toi, découvrir. Voilà, on dirait pas de l'été. Vous poignez tes studios Univers Info TV. J'aimerais quand même que tu donnes un mot sur tes impressions dans ce studio depuis que tu es entré. Déjà, on m'a bien accueilli. On me fait une accolade, on dit bienvenue. J'ai été accueillie là à l'extérieur, on me dit bienvenue. Et j'ai rencontré, déjà vous êtes là. Donc c'est déjà... Donc j'aimerais réellement vous remercier avec toute l'équipe de m'avoir permis de venir m'exprimer ici aujourd'hui. Parce que j'insiste sur ça, la littérature c'est l'art de partager. Si on ne partage pas, ça reste secret et ça ne vaut vraiment pas la peine. Oui, donc merci énormément pour cette donc ça c'est pour ce merci-là. Oui. Alors, parmi les auteurs qui passent là-bas, il y a quelqu'un qui a écrit ça, vous me montrez ça à la caméra. Voici alors ça. Et vous me dites... Vous voyez, l'auteur est juste là, il est juste là. Ne croyez pas qu'il est caché. Il est juste là. Voilà. Le titre, on dit Ibrahim Boubou-Njoya, le monarque républicain. Voilà, vous avez le droit de poser une seule ou deux questions à l'auteur. Ok. La première question c'est... En regardant ce titre, je me pose une question. Vous avez personnellement connu notre ancien roi, notre défunt roi? Oui, je non seulement connu avant qu'il ne devienne roi, quand il était
ministre, mais surtout depuis toutes les 29 années qu'il a passé au règne. Et je l'ai suivi de manière assez méthodique en tant que communicateur, auteur. Oui. Et j'ai eu l'opportunité de lui faire lire tous les livres avant son décès. Et ensemble, on avait programmé la parution pour le mois de décembre de l'année de son décès. Et s'en ira en septembre. Donc j'ai bénéficié d'ailleurs de la présence très très active et significative de la regrettée Maman Nora Biatou, qui avait assuré la première correction et relecture pour le compte du monarque. Je vous envie, vous avez connu personnellement, alors vous êtes aussi une richesse culturelle. Donc, bon, la deuxième question que je vais poser, c'est si vous pouvez nous faire un résumé bref de ce monarque. Oui, ce monarque républicain. Il était comment, ce monarque républicain dont on parle tant? Eh bien, dans cet ouvrage, ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est tout simplement les grands traits de caractère et les grands temps forts de l'œuvre, de l'homme. L'homme vient au pouvoir traditionnel parce que c'est là où je commence, en 92, en parlant de comment son défunt père est décédé, puisque je l'ai aussi connu, et les circonstances de sa mort. Il meurt aussi en France, et c'est aussi un grand retour du deuil, etc. Et sauf que lui, un an avant, parce que la mouvance politique était en train de chauffer dans tout le pays, et il avait relancé le Ngouan. Le roi s'est élu. Et quand Bombo Njoya arrive, donc l'une des premières actions qu'il mènera, ce sera de penser à relancer le Ngouan. Et ça va prendre vraiment de l'ampleur parce que dès 1994, on décide de revenir aux sources. Donc on commence avec les frères utérins de Charien. On a pris Ngonso, on a pris Fombam, et tous les trois, c'est avec eux qu'on a fait le Ngouan de 94 ici, sur la grande place, pour le retour aux sources. Donc après, on s'est rendu compte que l'événement était difficile à gérer tous les ans. On est passé à une programmation biennale. Et puis, il a réussi le pari en 2012 de sortir le Ngouan du centre-ville, la partie commerciale et marketing, pour créer ce village fantastique qui est le village du Ngouan. Donc, il y a beaucoup de souvenirs là-dedans, beaucoup d'anecdotes. Ça, c'est le monarque. Il a réussi à construire ce fantastique musée qu'il n'a pas pu inaugurer, mais qui a continué. Il s'est battu pour que le Ngouan soit inscrit à l'UNESCO, au patrimoine mondial. Je crois que ça, c'est la partie monarchique, le gardien des traditions, comme il aimait à le dire. Mais le politicien, l'homme, l'autre homme, est resté très fort jusqu'à la fin parce qu'il a été nommé sénateur. Il était le patron politique du RDPC dans tout l'Ouest Cameroun, mais il m'avait recommandé dans ce livre 2 de ses discours qui sont là-dedans, celui de Bafoussam et celui du Grand Dialogue National. Voilà, en résumé, pourquoi il est un monarque dans la République. Et ça, c'était un exemple, parce qu'aujourd'hui, le royaume Bamoun s'appelle le royaume Bamoun dans la République du Cameroun. Donc voilà, c'est une originalité dont on doit être fier. Et je pense qu'après le Ngouan, on se battra pour mettre le Njapche aussi, et pourquoi pas le ballon. Voilà. Donc vous avez entendu le bref résumé de cet ouvrage, alors vous devez à tout prix découvrir ce monarque républicain, l'homme et le roi qu'il était. Vous le vendez à combien déjà? Oh, c'est un petit mamba vert. Bon, vous voyez, un petit mamba vert, vous comprenez, non, on est au Cameroun. Merci beaucoup sur ce jeu de rôle, Aminatou. Il est bientôt, on
me fait signe à la réalisation que le temps est passé, on n'a pas senti passer. On n'a pas senti. Quand on parle de choses qui passionnent, c'est comme ça. C'est ça, on n'a pas senti le temps passer. Donc, mesdames, messieurs, on va faire un dernier tour de table, hein, juste pour vous demander quel est votre programme de cet après-midi. Bon, cet après-midi, je vais me retrouver au village Ngono Stand 43. Nous allons nous retrouver là-bas avec les autres auteurs. Alors, j'espère que vous serez parmi nous. Je vous invite en tout cas, si vous ne savez pas, je suis en train de vous inviter. Alors, c'est... Voilà, une très belle invitation. Et nous, à Univers TV, nous vous invitons à garder la langue. Parce que tout à l'heure, ce sera le journal en direct. Mais surtout, ne zappez pas pour suivre toutes les belles émissions programmées sur cette antenne. Pour nous, nous nous retrouverons demain quand il sera 11h pour une autre édition de Littérature. Mesdames, Messieurs, votre aimable attention nous a honorés. Ciao.